Dans la série des podcasts qui viennent, j'aimerais me poser avec vous la question de savoir pourquoi la doctrine du socialisme à la chinoise de la nouvelle ère ne se présente pas simplement comme un programme politique, mais pourquoi elle se présente comme un rêve. Je voudrais citer Alice Béja pour commencer, qui dans un article intitulé « Après le rêve américain, le rêve chinois ?» en 2014, Alice Béja se posait cette question. Ce slogan lancé par Xi Jinping, je la cite, peu après sa nomination au secrétariat général du Parti communiste chinois, ne serait-il donc qu'une contrefaçon, un clone du rêve américain, savamment utilisé par Hollywood comme par la classe politique des États-Unis pour étendre l'influence de leur pays au niveau mondial. Fin de citation. En effet, l'expression du rêve américain était apparue aux États-Unis dans The Epic of America de James Truslow Adam en 1931. Mais que signifie à présent le rêve chinois ? Une nouvelle utopie, le slogan d'une nouvelle idéologie, le slogan d'une nouvelle entreprise idéologique, élément d'une rhétorique politique, séduisant pour les uns, cauchemar pour les autres. Ce rêve chinois nécessite une clarification herméneutique. Et c'est Paul Ricoeur que je convoque, Paul Ricoeur qui dans l'idéologie et l'utopie rappelait les usages exclusivement critiques et dépréciatifs que Marx faisait des concepts d'idéologie et d'utopie. Dans ce texte, Paul Ricoeur rappelle aussi ce qu'il appelle le paradoxe de Mannheim, pour lequel il n'y a pas de réponse, je le cite, sauf à dire que nous devons essayer de guérir la maladie de l'utopie à l'aide de ce qui est sain dans l'idéologie, c'est-à-dire son élément d'identité qui est encore une fois une fonction essentielle de l'existence, et tenter de guérir la rigidité, la pétrification des idéologies par l'élément utopique. Fin de citation, vous trouvez ça donc chez Paul Ricoeur, à la page 409 du texte que j'ai cité. Cette remarque se transforme pour nous en question. Le rêve chinois serait-il la dimension utopique de l'idéologie socialiste chinoise contemporaine ? Le rêve chinois s'intègre dans une logique d'idées, dans une idéologie donc, aux enjeux complexes. Il annonce la réalisation des objectifs de centenaire dans une projection qui renforce la dimension idéologique identitaire, précisément parce que le rêve est présenté comme chinois, rêve de tous les Chinois, je cite Xi Jinping, grand renouveau de la nation chinoise, etc. Le propos de Paul Ricoeur, selon lequel, je le cite, « s'ouvrir aux imprévus, aux nouvelles aventures fait partie de notre identité, l'identité d'une communauté ou d'un individu est aussi une identité prospective ». Fin de citation, je cite Paul Ricoeur. Eh bien, ce propos de Paul Ricoeur s'applique particulièrement au cas du rêve chinois, tourné vers l'extérieur. Comme nous l'avons déjà souligné, nous y reviendrons à travers les nouvelles routes de la soie, par exemple. Bon, et il me semble qu'on peut en partie au moins reprendre pour notre analyse les trois fonctions ou niveaux que Paul Ricoeur impute à l'idéologie. Trois fonctions de distorsion, légitimation et identification. Si l'idéologie chinoise est identification, en effet, c'est parce qu'elle construit une identité possible du peuple chinois. C'est à ça qu'elle prétend. Elle est aussi distorsion. Et là, c'est en ce qu'elle reconstruit un narratif dont nous sommes d'accord, l'exactitude est contestée. Mais elle est aussi légitimation. Parce que, comme tout discours politique, elle vise à justifier un ordre des choses ou un ensemble de décisions. En contexte socialiste chinois, il me semble que ces trois fonctions de l'idéologie peuvent être complétées par celles de l'utopie ou du rêve. Alors, quels sont les traits caractéristiques qui permettent de définir ce type de rêve qu'est le rêve chinois ? Si le rêve chinois est une utopie, il n'est pas totalement irréalisable, comme une fantasmagorie qui côtoie la folie. Là, je cite encore Paul Ricoeur, page 408. Je reprends plus exactement cette formule à Paul Ricoeur. Et en effet, cette formule de Paul Ricoeur s'applique au rêve chinois parce que le premier objectif de centenaire 2021, celui d'une société de moyenne aisance,
est intégralement réalisé à ce jour. Nous pouvons, avec Paul Ricoeur, reprendre à Karl Mannheim l'idée que ce qui caractérise l'utopie, ce n'est pas son incapacité à être actualisée, mais sa revendication de rupture. C'est l'aptitude à ouvrir une brèche dans l'épaisseur du réel. Les fictions sont intéressantes quand elles ne sont pas seulement des rêves hors de la réalité, mais qu'elles dessinent une nouvelle réalité. Fin de citation, je citais toujours Paul Ricoeur, page 405-406. Or, la doctrine de Xi affiche une ambition, plus qu'une autosatisfaction, spécialement sur cette question de la justice sociale et de l'éradication de la pauvreté, qui était particulièrement centrale dans l'objectif de centenaire 2021. Mais on pourrait rajouter que cette doctrine exalte l'idéal d'un parti capable de se critiquer et de s'auto-révolutionner lui-même. Elle produit en outre la fiction d'une société de moyenne aisance, désireuse de rompre avec l'ordre bourgeois de la mondialisation financière, c'est-à-dire avec une certaine idée de l'injustice. Elle prétend combattre une certaine forme d'injustice. Elle rompt avec le schéma d'une construction identitaire aussi, qui serait repliée sur elle-même à l'intérieur de ses frontières, puisque, je le répète, à travers les nouvelles routes de la soie notamment, mais d'autres institutions comme l'Organisation de la coopération de Shanghai, etc., elle s'ouvre sur un dialogue concernant le destin commun de l'humanité, autour du slogan ou du syntagme sur lequel nous reviendrons, de Zhang Lai Ming Yun Gong Tong Ti, c'est-à-dire de destin commun de l'humanité. Donc il y a une ouverture sur l'altérité. Ce dialogue lui-même produit la fiction d'un monde, tianxia, ce concept est très important, ce concept de monde ou de mondialité, difficile à traduire, où diversité ne signifie plus seulement rivalité, mais propose aussi, plutôt qu'une alternative au pouvoir en place, je dirais, une forme alternative de pouvoir, pour reprendre encore une fois une expression à Paul Ricoeur que je trouve dans ce même texte, page 406. C'est-à-dire l'utopie d'un monde où les rapports de pouvoir seraient transmutés ou remplacés par des rapports de puissance, selon les concepts que j'ai utilisés dans mon travail et que je réexpliquerai ici dans des podcasts à venir. Mais pour toutes ces raisons, en tout cas, les aspects disruptifs du rêve chinois semblent justifier son caractère utopique. S'il est vrai que, pour paraphraser Paul Ricoeur, je le cite, l'élément utopique a toujours fait bouger l'élément idéologique, page 411 de son texte, alors, dans la doctrine Xi, il est peut-être possible de reconnaître les éléments qui tendent à équilibrer sa dimension idéologique. Voilà, je n'en dirai pas plus dans le présent podcast, mais je crois que sur cette question du rêve, de son articulation avec les concepts d'utopie et d'idéologie, il y a encore un certain nombre de choses à dire, un certain nombre de pistes qui peuvent être creusées, et je vous donne donc rendez-vous pour la série de capsules à venir. Je vous souhaite en attendant une belle journée à tous.